Aujourd'hui, nous allons parler de santé publique. Pourquoi la santé publique est-elle si importante? Parce que si à votre partie de Noël, vous demandez autour de vous qu'est-ce que tu te souhaites cette année? Ah, ben je me souhaite d'être en bonne santé. La santé, elle est centrale dans la vie des gens. C'est vraiment le premier déterminant de nos fonctions dans la vie, de notre capacité d'interagir, de notre capacité de travailler. Et on met en place un système de soins, mais on met en place un système de soins pour résoudre nos problèmes de santé quand on devient malade. Mais ce qu'on souhaite, nous comme individus, c'est être dans un état de santé suffisamment bon, suffisamment fonctionnel pour nous permettre de profiter de la vie, etc. Donc il faut être capable de distinguer ce qu'est la santé de ce que sont les soins de santé. Et la santé publique est un mouvement qui s'est construit historiquement de façon à favoriser la santé des populations. Et là, on parle de la santé individuelle, mais aussi de la santé d'un groupe de population au niveau provincial, national ou même au niveau global, international. Donc c'est vraiment quelque chose qui est central. En termes d'investissement en santé publique, c'est souvent le secteur qui est le moins financé. Quand on compare au système de soins, en fait au Québec, c'est à peu près 2% des dépenses publiques de santé qui sont consacrées à la santé publique. Donc la plupart de nos investissements vont vers le système de soins. Pourtant, les actions de santé publique visent à travailler en amont, avant l'apparition des problèmes de santé et à jouer sur la santé de l'individu, sa bonne santé. Donc dans ce cours-là, ce qu'on va regarder, c'est qu'on va aborder la notion de santé, on va aborder la notion de santé publique, on va comprendre quels sont les déterminants de la santé aussi, et on devrait essayer de réfléchir à comment on devrait structurer notre société de façon à tendre vers une population en santé. Ce cours va être divisé en deux grandes parties. Une première partie, on va parler de la santé publique, des valeurs qui sont véhiculées en santé publique, en particulier de la santé et de l'équité. Et dans une deuxième partie, on va parler des enjeux actuels qui sont beaucoup liés aux changements environnementaux et comment ces changements-là vont affecter la santé des populations et comment on devrait réviser la santé publique de façon à s'assurer qu'on aura une population en bonne santé. Donc première section, santé publique. Okay? Une définition de la santé, l'OMS nous dit que la santé est un état complet de bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc c'est vraiment important de comprendre cette distinction entre la santé et la maladie. Il peut y avoir différents états de santé et c'est pas juste d'être en santé physiquement, d'avoir une capacité physique de jouir de la vie, mais aussi d'être bien mentalement, d'être bien dans ses relations sociales. Et l'état de santé n'est pas à mettre en opposition à la maladie. Okay? Ce sont deux états qui peuvent se vivre aussi en parallèle. Okay? Le portrait démographique et épidémiologique a beaucoup évolué depuis un siècle. Les problèmes de santé ou l'état de santé de la population a beaucoup évolué. Il y a un siècle, on était déjà beaucoup moins nombreux. Au Canada, on était à peu près 8 millions en 1920. Donc quand on compare ça à la population du Québec, aujourd'hui on n'est pas loin en fait. La population du Canada est presque équivalente, il y a presque un siècle, est presque équivalente à la population du Québec aujourd'hui. On avait une population qui était très exposée et très sensible aux maladies infectieuses. En fait, on avait très peu de moyens de se défendre contre les maladies infectieuses. Maintenant, on a un portrait épidémiologique qui est beaucoup plus orienté vers les maladies chroniques. On se protège beaucoup mieux des maladies infectieuses, mais on a une population qui est malade en termes de diabète, hypertension, etc. Ce qui se dessine en termes de santé des populations, donc la santé des populations est marquée ces dernières années par la prévalence des maladies chroniques, mais elle est aussi de plus en plus influencée par l'environnement. Okay? Puis on se rend compte à quel point
l'environnement va aussi influencer notre santé, va influencer l'incidence du cancer, des maladies respiratoires, maladies cardiovasculaires, etc. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, on va regarder comment la santé publique s'est dessinée étant donné les différentes influences épidémiologiques, ok? Mais on va aussi voir comment le portrait épidémiologique d'aujourd'hui et les nouvelles menaces environnementales devraient influencer à son tour euh, la santé publique. Fait que d'abord, pour comprendre un peu quel est l'état de la population, quel est son portrait, je vous invite à consulter la pyramide des âges du Canada. Donc, allez en ligne sur le site de Statistique Canada. Il y a une petite animation de la pyramide des âges qui bouge de 1920 jusqu'à aujourd'hui. Ça va vous donner certaines idées. Regardez à quel point, regardez deux choses. Regardez premièrement l'accroissement de la population. Donc, si vous faites varier, vous allez voir de quelle façon la population croît, mais aussi regardez ce qui se passe en termes d'espérance de vie. Vous verrez qu'on a une population qui vieillit de plus en plus. On a de plus en plus de personnes en haut de 50 ans, en haut de 60 ans, et ça devient une composante importante de notre population. Pour compléter votre portrait de la population au Québec et des problèmes de santé qui sont plus prévalents, je vous invite à consulter le rapport du directeur de la santé publique qui s'appelle Pour guider l'action, portrait de santé au Québec et de ses régions. Donc, passez à travers ce rapport-là, ça va vous donner un peu un état actuel des différents problèmes de santé qui touchent la population au Québec. On retrouve 5 grands modèles en santé publique. Et puis, je vous invite à lire l'article de Land et Reiner que je vous ai mis dans les références à lire. Vous retrouverez ces modèles-là. 5 modèles qui se sont construits de façon historique, c'est-à-dire quand on regarde l'histoire de la santé publique, en fait, les modèles ont été chacun plus dominants ou plus prévalents à un moment de l'histoire. C'est souvent lié aussi à l'évolution épidémiologique ou au portrait de santé de la population. Et ces modèles-là sont des modèles qui cohabitent aujourd'hui. Okay, donc on n'a pas éliminé un modèle ou une fonction de la santé publique, mais on travaille avec la coexistence de ces différents modèles-là. Donc quels sont ces modèles? Le premier, c'est ce qu'on appelle le modèle sanitaire environnemental. Okay? Ce modèle-là visait à faire des grands investissements dans les infrastructures. Donc on parle de la mise en place des égouts, de la mise en place des canalisations qui permettaient d'avoir de l'eau potable, de la construction d'habitations saines. Donc, la santé publique à ce moment-là était une santé publique très axée vers le développement d'infrastructures collectives qui permettaient d'assainir l'environnement. Et cet assainissement-là a eu un impact énorme sur la santé des populations, a permis de réduire les infections, les maladies pulmonaires, etc. Et on a vu réellement un accroissement de la santé et de l'espérance de vie qui était lié à la mise en place de ces infrastructures. Donc le premier modèle sanitaire environnemental. Le deuxième modèle est le modèle qu'on appelle biomédical. Le modèle biomédical apparaît avec la création ou la conception des antibiotiques. Okay? Des antibiotiques, de l'immunisation, donc la vaccination. C'est une approche qui est beaucoup moins, qui est santé des populations, mais qui touche avant tout l'individu. L'action sur la santé publique passe par une action sur l'individu. On va vacciner des gens, des individus, pour protéger la population. Et les personnes non vaccinées vont se retrouver protégées du fait qu'il y a des personnes qui sont vaccinées et que la maladie est moins prévalente dans la population. Donc ça, c'est un courant qui s'est développé au moment où il y avait des grands tueurs dans le XXe siècle. On pense par exemple à la tuberculose qui était très problématique, prévalente, qui tuait des personnes qui étaient dans la force de l'âge, si on veut, et qui étaient extrêmement contagieuses. Donc, il y a eu une recherche qui s'est faite pour essayer d'agir sur ces grandes maladies
qui étaient responsables d'une forte mortalité dans la population. Donc ça, c'est notre deuxième grand courant qui est encore présent aujourd'hui avec la vaccination, encore l'immunisation, les antibiotiques. Le troisième modèle est le modèle socio-comportemental. Ce modèle-là est apparu avec la prise de conscience que l'homme pouvait se rendre malade s'il adoptait des comportements qui étaient non sains. Okay? Donc là, on pense à la consommation de cigarettes, on pense au fait de ne pas faire assez d'exercice, on pense aux habitudes alimentaires. Donc on se rend compte que l'individu, parce qu'il a certaines habitudes, parce qu'il a un certain mode de vie, va aussi avoir une influence sur sa santé. Donc ce courant-là visait encore une fois l'individu dans ses actions, mais pour essayer de changer ses croyances, dans le but de changer ses habitudes de vie, dans le but d'avoir une influence sur sa santé. L'efficacité de ces modèles n'est pas évidente. On s'est rendu compte que c'était beaucoup plus difficile, que même si on donnait l'information aux gens sur la nécessité de bien s'alimenter, de faire de l'exercice, de ne pas fumer, etc., c'est beaucoup plus difficile d'influencer les comportements, même si on donne l'information aux gens, que ce qu'on pensait. Okay? Donc c'est un modèle qui est nécessaire, on a besoin de jouer sur les habitudes de vie, mais dans les faits, l'efficacité de ces interventions est parfois plus difficile à obtenir. Le quatrième grand modèle en santé publique est le modèle qu'on appelle de développement, qui joue sur les déterminants de la santé et qui donne une grande place aux politiques publiques redistributives. Ce courant-là s'inscrit dans les travaux de Michael Marmot, au Canada aussi de Bob Evans, où il y a une réflexion sur l'incorporation du statut social et de l'impact du statut social sur la santé. Fait qu'on se rend compte que, puis ça on va le voir un peu plus en profondeur un petit peu plus tard, mais on se rend compte que le fait de vivre dans une position sociale plus difficile fait en sorte qu'on a accès à des emplois qui sont plus exigeants en termes physiques. On va habiter dans des logements qui sont moins agréables, plus exposés au bruit, plus exposés à la pollution. Que physiquement aussi, on va être plus susceptible d'être malade, même si on est exposé de la même façon que quelqu'un qui est dans un statut supérieur, notre corps va être plus malade suite à une même exposition. Donc on se rend compte que la structuration sociale va aussi avoir un impact sur la santé. Et dans ce mouvement-là, c'est là qu'on a commencé à réfléchir à la notion d'équité, d'inégalité sociale, d'iniquité en santé. On va voir plus en détail ces concepts-là, mais ce courant vise à influencer les politiques publiques de façon à favoriser des politiques redistributives qui vont jouer sur les inégalités de santé. Le cinquième modèle est ce qu'on appelle le modèle écologique, où on conçoit la santé humaine comme étant dépendante de la santé de l'environnement et du vivant. Okay. C'est le modèle le plus contemporain, c'est celui qui est le moins présent dans nos politiques de santé publique actuellement, et c'est le modèle qu'on devrait mettre de l'avant pour répondre aux nouveaux enjeux environnementaux et protéger la santé de nos populations. Mais on en parlera aussi un petit peu plus tard. Donc, je vais vous proposer un petit exercice maintenant. Vous pouvez prendre quelques minutes et on discutera ensemble lors de la prochaine séance WebEx de vos trouvailles. J'aimerais que vous cherchiez un exemple de santé publique qui s'inscrit dans chacune des traditions qu'on vient de discuter. Est-ce que vous avez un exemple d'action santé publique, de programme, d'intervention qui correspond à chacune des traditions? Puis, lors de notre prochaine discussion, on mettra ces idées ensemble. Je vais vous parler de certains concepts qui sont absolument centraux en santé publique. La santé publique, on l'a vu,
elle vise à protéger la santé, prévenir la maladie, promouvoir la santé et réduire les inégalités sociales. Différents objectifs qui sont liés aux différentes traditions qu'on a vues, aux différents modèles de santé publique. Okay? Donc, ce qu'on vise, protéger la santé, donc essayer de mettre en place des infrastructures, des environnements qui vont être favorables à la santé. Prévenir la maladie, donc ça peut être de réduire les accidents, ça peut être d'agir sur les risques à la santé. Promouvoir la santé, donc favoriser la capacité de l'individu à prendre le contrôle sur sa vie, sur ses décisions, sur sa façon de vivre et réduire les inégalités sociales. Au cœur de la santé publique, il y a deux grandes valeurs. C'est premièrement favoriser la santé et deuxièmement, c'est favoriser l'équité en santé. Okay? Et un des textes fondateurs pour ces deux valeurs-là, c'est la Charte d'Ottawa qui a été signée en 1986 où on reprend et pour la première fois on met de l'avant ces deux valeurs fondamentales. Fait qu'on va faire un petit arrêt, je vous invite à aller lire le texte de la Charte d'Ottawa qui est disponible en ligne. La santé, elle peut être considérée de façon individuelle, okay? La santé de chaque individu compte, puis elle peut être considérée aussi au niveau de la population. Et on ne va pas retrouver forcément les mêmes indicateurs. Une population en santé, ça peut être mesuré par des grands indicateurs, mais à l'intérieur de cette description populationnelle, on peut avoir des grandes variations individuelles. Donc, il va falloir faire attention quand on pense à l'action de santé publique, savoir qui ça vise. Est-ce qu'on vise l'individu? Est-ce qu'on vise la population? Et si on vise la population, de quelle façon on va affecter les différents individus? L'équité. Donc, l'équité, je viens de vous en parler un petit peu. Mais pour comprendre pourquoi l'équité est absolument centrale dans le discours de la santé publique et doit être absolument centrale dans toute action en santé publique, je vais vous inviter à écouter une conférence donnée par Michael Marmot qui dure 22 minutes, qui est vraiment fondamentale pour comprendre le rôle de la structuration sociale sur la santé et les liens entre inégalité sociale, inégalité de santé, inéquité et équité. Vous comprenez qu'il est absolument essentiel d'intégrer la notion d'équité ou de tenir compte de cette notion-là dans notre action en santé publique pour plusieurs raisons. Premièrement, il existe une susceptibilité différente selon les groupes de population. Donc des enfants qui naissent dans des milieux sociaux plus défavorisés vont perpétuer des inégalités sociales qui auront des répercussions sur les inégalités de santé. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que cette susceptibilité différente va donner lieu à une exposition différente. Donc, on va avoir des gens qui vont avoir un travail qui va les exposer à plus de risques, des logements différents, avec une exposition différente et des impacts de santé différents. La troisième raison, c'est qu'il y a une internalisation de la hiérarchie sociale et que pour une même exposition un risque, les personnes qui se trouvent dans une situation sociale plus défavorisée vont réagir biologiquement plus fortement que ceux qui sont dans une position sociale plus favorisée. Donc la réaction biologique est différente selon que l'individu est dans une position sociale plus défavorisée que l'autre. Les raisons, on les connaît peu, mais par contre au niveau observation épidémiologique, c'est ce qu'on observe. Les populations les plus défavorisées sont aussi celles qui vont avoir le moins accès aux programmes dont elles pourraient avoir besoin, alors que ce sont elles qui en bénéficieraient le plus. Et ça, c'est quelque chose qui est très important aussi et auquel on doit porter attention dans nos programmes de santé publique. L'idée, c'est non seulement de viser de favoriser l'équité, donc de réduire les iniquités en santé
en offrant des programmes qui vont jouer sur les inégalités sociales, qui vont jouer sur les inégalités de santé, mais il faut aussi garder en tête que l'accès à ces services-là va être inégal suivant les groupes de population et que souvent les populations les plus défavorisées sont aussi celles qui auront le moins accès aux programmes dont elles bénéficieraient le plus. Okay? Donc ça, c'est un autre aspect qu'il faut aussi garder en tête pour intégrer la notion d'équité. Donc un petit graphique ici pour vous illustrer la différence entre ce qu'est l'égalité et l'équité. L'égalité, c'est que on ne va pas tenir compte des différences sociales, des différences individuelles et on va offrir la même chose à tous. Okay? Quand on travaille sur la notion d'équité, c'est qu'on va essayer de compenser les iniquités, soit sociales, soit de santé, et essayer de donner plus à ceux qui sont les plus défavorisés de façon à les amener au même niveau que les autres. Donc, dans ce cours, on a vu différents concepts. Okay? Puis c'est un des concepts avec lesquels il faut que vous appreniez à jouer. Le concept d'inégalité sociale. Okay? Donc on va avoir, c'est pas vrai que tous les individus ou tous les groupes de population sont égaux au niveau social. On va avoir des individus qui sont dans des milieux plus défavorisés et d'autres qui sont dans des milieux plus favorisés. Le fait d'être dans des situations où il y a des inégalités sociales amène aussi des inégalités de santé. Okay? Donc ça amène une exposition différente, des conditions de vie différentes qui vont se répercuter sur des inégalités de santé, qui est notre deuxième concept. Des inégalités de santé qui sont évitables, c'est ce qu'on appelle des iniquités en santé. Okay? Et c'est sur ces inégalités de santé qu'on essaie de jouer en termes de santé publique pour essayer d'essayer de jouer sur les facteurs sur lesquels on a le pouvoir d'agir de façon à abolir ou éliminer les iniquités en santé. Pour terminer, l'équité, elle doit être pensée au niveau des groupes, donc au niveau provincial, national, mais elle doit être aussi pensée en termes internationaux. Et de plus en plus, on parle de justice environnementale, les nouveaux enjeux auxquels on doit faire face en tant qu'être humain, les enjeux environnementaux, les enjeux de non-soutenabilité, les enjeux d'environnement climatique, viennent jouer sur la santé humaine, mais viennent jouer de façon inégale selon qu'on est dans un pays riche ou dans un pays pauvre. Et on se rend compte que les personnes qui polluent le plus sont aussi celles qui vont subir le moins les conséquences de cette pollution-là. Donc aujourd'hui, dans notre discours de santé publique, il faut aussi penser l'intervention de santé publique non seulement en termes d'équité à l'intérieur de notre population, notre territoire, mais aussi les répercussions de nos programmes, de notre action sur la santé globale, santé mondiale. Vous avez un graphique de l'OMS qui présente les principaux déterminants de la santé. Je vous inviterai à prendre quelques minutes pour regarder en détail ce graphique-là. Vous voyez que à la droite, on voit les impacts sur l'équité, la santé et le bien-être. Donc 3 dimensions que l'OMS considère importantes pour définir la santé. Et elle identifie 2 grandes séries de déterminants. Des déterminants qu'elle appelle intermédiaires, qui sont des déterminants sociaux à la santé, et des déterminants qu'elle appelle structuraux, qui sont des déterminants sociaux des iniquités en santé. Donc vous voyez que les politiques sociales, la gouvernance publique, les politiques macroéconomiques, les valeurs culturelles et de société vont avoir une influence sur la position économique de l'individu, vont avoir une influence sur la notion de classe sociale, sur les iniquités de genre, sur les iniquités ethniques, et qu'il y a des éléments comme l'éducation, le travail, le revenu, qui vont dépendre de ces politiques publiques-là. Et que quand on pense action en santé publique, il faut aussi penser
structuration de nos sociétés, politiques publiques et comment ces politiques-là vont influencer les iniquités sociales qui, elles, vont aussi influencer les iniquités en termes de santé. Fait que je vous invite à regarder ce graphique dans le détail de façon à comprendre les liens entre les différentes composantes et l'impact que ces différentes composantes peuvent avoir sur la santé, l'équité et le bien-être. Le graphique de l'OMS serait déterminant de la santé, met de l'avant l'importance des politiques sociales. Et j'aimerais attirer votre attention sur le fait que dans l'action de santé publique, on peut avoir des actions qui vont améliorer la santé des populations en général, mais qui peuvent aussi accentuer les iniquités en santé. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Et quand on pense les programmes de santé publique, il faut toujours se questionner sur l'impact global à la santé. Donc, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on s'attend à avoir comme effet avec ce programme-là, de façon globale, mais aussi de réfléchir en termes de groupes de population et de s'assurer que les groupes les plus défavorisés ne seront pas pénalisés ou bénéficieront d'autant, au moins autant, du programme ou des effets du programme que les groupes les plus favorisés. Dans la première section du cours, on a vu la définition de la santé, on a vu les deux valeurs qui structuraient la santé publique aujourd'hui, la santé et l'équité. On a vu les différents courants ou modèles de santé publique. Okay? J'aimerais maintenant passer une deuxième partie et revenir à la santé publique aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle devrait devenir étant donné les nouveaux enjeux de santé qui nous guettent? Okay? Donc j'aimerais revenir sur l'idée qu'il existe plusieurs courants de santé qui cohabitent, plusieurs courants de santé publique qui cohabitent aujourd'hui dans notre société. Par ailleurs, il y a plusieurs facteurs qui influencent la santé. On a vu qu'il y avait eu une évolution épidémiologique depuis les maladies infectieuses jusqu'aux maladies métaboliques qui sont maintenant dominantes dans notre société. Mais on se rend compte aujourd'hui que la non-soutenabilité de l'action humaine, que les menaces climatiques deviennent le premier déterminant de la santé humaine. Et ça, c'est la prochaine évolution épidémiologique, c'est ce qui s'en vient dans ces prochaines années-là. La santé publique a un peu tendance à travailler de façon rétrospective, c'est-à-dire d'attendre que les problèmes de santé soient présents pour mettre en place des actions qui vont résoudre les risques et résoudre ces problèmes de santé. Aujourd'hui, la menace environnementale devient de plus en plus présente, avec la présence de pesticides, les problèmes de qualité de l'air, les problèmes de réchauffement climatique. Ça nous oblige à avoir une vision prospective de la santé publique et de penser quelle devrait être notre santé publique aujourd'hui, de façon à réduire les risques environnementaux qui nous menacent. Et pour répondre à cette question-là, je vous invite à visionner une conférence que j'ai donnée en janvier 2016 qui place les différents courants de santé publique qu'on a vus et qui analyse que devrait devenir la santé publique aujourd'hui pour faire face à ces nouveaux risques environnementaux. Bon, alors pour faire un petit wrap-up des notions qu'on a vues jusqu'à maintenant, on a vu que la relation entre la santé et les déterminants de la santé, les déterminants sociaux, était vraiment une relation complexe. Okay? Il y a différents facteurs qui viennent jouer. On a vu que la santé publique pouvait agir sur la santé, sur les inégalités en santé, sur les inégalités sociales. Et on a vu aussi que la santé publique est un secteur qui est un secteur séparé finalement du système de soins. Mais c'est un secteur qui devrait avoir une importance primordiale dans l'organisation de notre système de santé parce qu'elle vient jouer en amont avant que les problèmes de santé apparaissent. On a vu aussi qu'il y a besoin de faire évoluer la santé publique selon les enjeux de santé et qu'actuellement il y a plusieurs risques environnementaux qu'on voit venir comme étant des menaces futures qui vont devenir plus prévalentes au niveau de la santé des populations et qu'on doit d'ores et déjà repenser la façon dont on aborde la santé publique de façon à réduire ces risques-là.
Une des façons de revoir la santé publique et la proposition que je fais aujourd'hui, c'est d'avoir une approche à la santé publique qui soit écosociale et qui soit engagée. Okay. Puis là, je vous présente un graphique où je vous présente ce qu'est la relation entre la santé des populations, l'organisation de notre société et l'environnement qui sont vus comme étant trois entités distinctes, avec au cœur les deux valeurs de la santé publique qu'on a adoptées historiquement, soit favoriser la santé des populations et favoriser l'équité. La santé publique devrait maintenant se construire autour de trois grandes valeurs: la soutenabilité, la santé et l'équité. Et l'action en santé publique devrait avant tout favoriser le changement social et le changement économique, devrait influencer la façon dont on structure nos sociétés, de façon à avoir une relation plus harmonieuse avec l'environnement et ainsi de favoriser la santé des populations. Bon, pour finir, je vous invite à visiter le site des Sustainable Development Goals des Nations Unies. Vous verrez qu'en 2015, les Nations Unies ont adopté différents buts au développement durable. Et ce sont ces buts-là qui devraient être des objectifs pour chacune des nations, pour chacun des pays au niveau international. Et ces buts-là devraient orienter l'action, les politiques publiques. Donc il me semble que c'est important que vous les connaissiez. Je vous invite maintenant à faire un exercice qu'on pourra discuter à la prochaine session d'échange. Je vous invite à faire un portrait rapide de la santé mondiale à l'aide des sources suivantes. J'aimerais que vous alliez voir le site sur la mortalité différentielle et sur l'espérance de vie, donc sur le fardeau de la maladie en lien avec l'espérance de vie au niveau mondial, et que vous contrastiez les différents indicateurs qu'on vous propose là, de façon à faire un portrait de ce qu'est la santé mondiale aujourd'hui. On pourra discuter de vos différentes solutions, vos différentes perceptions à la prochaine séance.